pense que dans la crise que nous avons traversée, il y a eu plusieurs phases. Et je pense que c'est pas propre à la DRH, mais c'est important quand même de rappeler cette première phase, c'est la phase de sidération dès l'instant qu'on a été appelé à être en confinement. Et pour le DRH, cette phase de sidération, je dirais, on peut en discuter, mais elle a duré à peu près 15 jours, 3 semaines, on va dire, où ça a été une mobilisation extrêmement intense des DRH. Et il a fallu se mobiliser pour travailler le confinement généralisé, identifier qui devait être confiné, qui ne devait pas être confiné, s'assurer du PCA, avec une charge administrative extrêmement lourde. Alors, qui plus est, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a été aidé nationalement sur la lisibilité sur les positions administratives, mais on ne va peut-être pas en parler trop aujourd'hui. Mais cette phase de sidération, je pense que pour tout le monde, ça a été... entre guillemets l'horreur, mais en termes de charge de travail, de charge mentale, ça a été vraiment extrêmement éprouvant. Et puis après, ces 15 jours, 3 semaines, je ne dirais pas que ça a été le calme après la tempête, mais on a bien vu qu'on a compris que ça allait durer et qu'on devait s'inscrire donc dans la durée et qu'il fallait adapter nos organisations de travail, enfin notre quotidien RH. Et donc, on a dû travailler sur le télétravail, c'est-à-dire s'assurer que le maximum d'agents pouvaient bénéficier d'outils dignes de ce nom, parce que c'était quand même pas partout comme ça. Dans certaines collectivités, on le sait, il y avait quand même plutôt des réticences à déployer le télétravail, et là, ça a été l'urgence, donc nécessité faisant loi, il a fallu quand même s'adapter, travailler sur ça. Et puis, il a fallu, et on aura l'occasion sans doute d'en discuter, mais moi, je voudrais mettre un focus sur les relations sociales. Et vous en parliez, Anne. Pour moi, je pense que dans la phase qui a suivi la phase de sidération de confinement, il y a eu quand même tout un travail autour des relations sociales. Et alors peut-être que c'est l'expérience rennaise, et je ne veux sans doute pas généraliser, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait une responsabilisation du côté des deux côtés. C'est-à-dire qu'on est sorti d'un dialogue social ultra formel, formalisé, avec convoquer des instances paritaires, respecter des délais. Tout ça n'avait plus de sens, ça n'avait véritablement aucune raison d'être de s'arc-bouter sur des délais de convocation, des ordres du jour, alors que ce qui était important, c'était de pouvoir vraiment associer au jour le jour les organisations syndicales pour transmettre de l'information, et puis s'appuyer aussi sur leur réseau, parce que le confinement généralisé, c'était quand même la crainte, et je pense qu'on en reparlera dans la journée, c'était la crainte de perdre de perdre des agents, c'est-à-dire de se dire qu'on allait être coupé pour une durée inconnue à l'époque, donc de couper le lien avec les agents. Et donc quand même les organisations syndicales ont quand même parfois plus de réseaux que les directions ou que les DRH pour entretenir le lien. Pas toujours, mais quand même. Donc c'était aussi la capacité pour les organisations syndicales à faire remonter des informations qu'on n'avait pas pour réajuster. Et donc pour moi, un des enseignements, et je le vois à Rennes, puisqu'on a quand même aujourd'hui changé un peu nos relations avec les organisations syndicales, c'est-à-dire qu'on a profité de cette séquence pour créer de la fluidité, davantage de fluidité, et aujourd'hui on continue à faire vivre cette fluidité, alors qu'on est en fonctionnement quasi normal, même si le télétravail est très présent. Et donc, c'est l'information quasi quotidienne qui est donnée aux organisations syndicales, c'est des informations régulières sur différents sujets. Et puis, dernier point sur les relations sociales, quand je parlais de responsabilité, c'est quand même, alors là encore, c'est peut-être Rennes, et je ne sais pas, ça pourrait être discuté dans notre collectivité, mais c'est la facilité, entre guillemets, qu'on a eu à redéployer, réaffecter les agents. C'est-à-dire qu'on a eu tous dans nos collectivités des besoins, enfin des services qui étaient en difficulté du fait de l'absence d'agents malades. Et on avait besoin donc de repositionner des agents d'autres services qui étaient soit confinés chez eux faute d'activité, donc de les réappeler. Et moi, en temps normal, la capacité qu'on avait à réaffecter, je pense que ça aurait été compliqué. Là, ça a pu se faire quand même assez facilement, sans véritablement d'opposition syndicale. Après que les syndicats fassent valoir des droits et portent une vigilance sur le respect des droits individuels, c'est tout à fait logique. Finalement, c'est leur raison d'être. Mais je trouve que ça s'est fait assez facilement. Et ce qui, au final, quand on regarde dans le rétroviseur, c'est quand même ça a donné une garantie, une continuité du service public local qui a quand même assuré dans la période. C'est-à-dire que, alors qu'on a été, on s'est confiné, mais du jour au lendemain,
vraiment, le service public local a bien tenu, a su résister. Et ça, je pense que c'est aussi du fait de la responsabilisation de tous les acteurs. Voilà, en 2 mots, ce que je voulais dire déjà, première réaction. Donc, finalement, une certaine façon, une découverte par rapport à des relations sociales qui pouvaient être plus fluides, moins formelles, et un travail plus important, notamment en matière de mobilité interne, qui s'est fait de façon également plus fluide. Donc, c'est vrai que pour un certain nombre de DRH, le terme de fluidité a été évoqué à plusieurs reprises et a été très apprécié, en fait, de ne pas tomber dans ce formalisme. Sur la mobilité interne, c'est aussi, je pense, mais là on en tirera sans doute des politiques RH demain, c'est-à-dire que c'est l'envie de certains agents d'aller découvrir assez facilement de nouveaux métiers. Moi j'ai été véritablement effaré de la facilité avec laquelle des agents de crèche sont allés travailler dans des EHPAD, ou des agents travaillant dans les piscines, dans les équipements sportifs, sont allés travailler dans des EHPAD. J'admire, parce que c'est un univers professionnel complètement différent pour ces personnes, et ça s'est fait, mais du jour au lendemain. C'est-à-dire que, alors donc là, j'ai envie de dire, d'ailleurs, si on fait un peu de droit, c'est quand même merci le statut, parce qu'on critique tout le statut, mais la souplesse du statut, en l'occurrence, nous permet quand même ce devoir d'obéissance hiérarchique et cette facilité à la réaffectation, c'est le statut. C'est-à-dire qu'on le doit au statut. On a, nous, à Rennes, je parle sous le contrôle de ma collègue, mais on a dû envoyer 2-3 courriers intimant l'ordre d'obéir et qui n'ont pas donné lieu suite à contestation. C'est quand même remarquable. La puissance à la fois la puissance de l'administration et la force du statut, qui était 2 mois avant décrié et qu'une loi a failli essayer avait des velléités de démanteler. Et donc, je crois que c'est important parce que, c'est un peu généraliste ce que je veux dire, mais moi j'ai constaté qu'il y avait des opérateurs privés, des prestataires privés. Je ne voudrais pas trop citer d'exemple parce que je voudrais mettre en difficulté personne, mais en matière informatique, qui ont refusé de venir travailler dans des directions informatiques et ils ont invoqué le droit de retrait qui n'a pas été reconnu aux fonctionnaires. Et donc un fonctionnaire qui a invoqué le droit de retrait, c'était niette, il devait venir travailler, c'était le devoir d'obéissance hiérarchique. Donc ça, il faut quand même le rappeler que le statut a quand même beaucoup de mérite, et là, en l'occurrence, il l'avait. Mais sur la mobilité, vraiment, moi, je trouve que la responsabilité individuelle et la facilité avec laquelle les agents ont pu travailler dans notre univers professionnel, je pense que c'est une véritable leçon pour les RH, parce que ça veut dire que nos politiques de mobilité, elles peuvent aller plus vite dès l'instant qu'on soutient, qu'on accompagne et qu'on arrive à motiver véritablement la mobilité. Et ça, je pense que c'est une leçon. Et ça montre que finalement, on peut travailler dans un univers et aller travailler facilement dans un autre univers professionnel. Et parfois, on invoque des limites qui, finalement, nos preuves, n'ont pas lieu d'être. Je rappelle que nous avions organisé à Rennes, au mois de janvier, presque sans doute un des derniers événements, une journée sur la mobilité, aussi bien interne que externe. Aude, Aline, des réactions par rapport à ce que Jouan, est-ce que vous avez vécu Alors, je dirais que des manières identiques. Oui. Aude Fournier, donc. Oui, merci Anne. Donc effectivement, je dirais que l'expérience au département du Nord corrobore un petit peu tout ce que vient de dire Jouan. On a vécu les choses de façon globalement similaire, même si on n'est pas sur le même niveau territorial, parce que là on est sur un niveau départemental. Le dialogue social a fait preuve, je crois, de part et d'autre d'un grand pragmatisme. C'est déformalisé assez instantanément, et cela, ça a été très précieux. Je partage dans les 15 premiers jours, 3 premières semaines de cette épreuve absolument inédite et imprévisible. On a aussi, je pense, en parallèle, et c'était extrêmement important, consulté, on s'est autorisé à consulter, à informer les agents au quotidien, donc en passant soit par les syndicats, soit vraiment de façon directe avec des nouveaux modes de communication interne. Et ça, je pense que ça a aussi vraiment fait date dans notre fonctionnement, que ce soit donc la communication de la direction générale, que ce soit au titre du plan de continuité d'activité, la DRH elle-même, la DSI, les directions de support, entre guillemets, sont aussi un petit peu sorties du back-office pour se positionner en appui et en soutien aux agents et aux managers. Moi, je ferai du coup une petite focale sur les managers, parce que vraiment, ce sont eux qui se sont retrouvés... alors évidemment, ça dépend de quel niveau hiérarchique on parle, mais globalement, le manager de proximité, c'est quand même retrouvé assez vite dans la tempête entre effectivement le niveau supra de la cellule de crise décisionnelle, qui était plutôt composée des DG et des directions de support, et les équipes.
qui était quand même là aussi sidéré, je reprends tes mots, Jean, qui sont très justes, avec aussi une imbrication très forte entre d'une part la nécessité de maintenir l'activité vaille que vaille, et de l'autre des problématiques personnelles, qu'elles soient familiales, conciliation vie pro vie perso, d'équipement individuel aussi, de connexion individuelle, parce que quand on parle de télétravail, il y a aussi des agents qui typiquement, n'avaient pas de box internet chez eux, donc ne pouvaient pas télétravailler. On a équipé en priorité les agents qui étaient inscrits au plan de continuité d'activité, bien évidemment, dans les 3 premières semaines, ce qui implique que tous ceux qui n'avaient pas un PC portable avant cela et qui n'étaient pas inscrits au PCA, ont dû finalement, je dirais, un peu utiliser les moyens du bord pour travailler, échanger des mails. Donc il y a des groupes WhatsApp, etc., qui se sont créés avec des outils finalement un petit peu personnels sur des smartphones, sur des ordis de la maison, etc. Donc des choses qu'on n'aurait jamais fait et qu'on n'aurait jamais ni poussé à faire. On a peut-être même d'ailleurs interdit, si on écoute nos DSI au titre de la sécurité des données. Là, finalement, on a été embarqué là-dedans et garder le lien, ça a été, je crois, vraiment un petit peu le fil rouge de toutes nos actions. Et donc là-dedans, la DRH a eu une part évidemment très importante, même si au démarrage, évidemment, elle était très prise, je partage, dans le formalisme. Et finalement, nous, dans notre plan de continuité d'activité, je dirais l'activité critique phare qu'on avait positionnée, c'était bien évidemment le maintien des salaires et des rémunérations, donc à la fois pour nos titulaires, nos contractuels, et nos vacataires. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'angoisse du moment. Et c'est vrai que pour après ensuite avoir consulté nos agents, globalement, une fois qu'ils étaient assurés quand même que ça fonctionnait, ça a déjà aussi rassuré sur la résilience de la collectivité. Et ensuite, voilà, il y a eu évidemment par moments des petites zones de flou. Donc comme disait Johan, l'État ne nous a pas forcément toujours aidé non plus, forcément. Il y a eu des zones de flou un petit peu au niveau RH, mais aussi au niveau managérial. Donc si je reprends ce sujet rapidement, nous on a bien senti que les managers se sont rendus compte quand même quelque part de leur rôle prégnant déjà, je dirais, à l'accoutumée, mais là encore plus, et sont aussi venus vers nous, et c'est tant mieux. On est aussi allé en chercher quelques-uns pour vraiment les accompagner, les former, et on a pu utiliser les outils de la visioconférence. Alors c'était plutôt après les 3 semaines de sidération, bien évidemment, pour les former au management à distance, à la communication aussi, avec des outils comme la communication non violente, parce que évidemment il y avait un grand besoin d'exprimer les choses, et je crois que vraiment l'écoute est revenue au centre du jeu managérial, et pour certains c'était quand même totalement nouveau. D'accord, très bien. Donc, ce qui est intéressant, notamment, et un sujet qui n'a pas été évoqué, quoique la mobilité fait partie du dispositif de développement des compétences, c'est que finalement, à distance, les collectivités, en tout cas le département du Nord, en ce qui vous concerne, a pu accompagner les managers pour faire face à des relations à distance avec leurs collaborateurs. Alors ça, c'est passé comment, Aude? Alors, pour être précise, on a 146 managers qui ont été accompagnés sur à peu près une jauge de 650. Oui. Donc, c'est quand même un chiffre. Alors, c'est loin pas tout le monde, évidemment, puisque ça s'est en plus déroulé sur un pas de temps de 3 semaines et demie. Donc, évidemment, c'était sur la base du volontariat. Mais voilà. Donc, en fait, c'est, pour être très clair, c'est un programme qu'on avait prévu, de soutien managérial qu'on avait prévu, en fait, en présentiel avant tout ça. Et le jour où on s'est retrouvé en confinement, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on annule tout, est-ce qu'au contraire on s'en sert justement et on l'adapte à la situation. Donc voilà, au bout de quelques heures de travail avec les formateurs qui devaient intervenir, la mission développement managérial, on a finalement conçu un peu en urgence des modules qu'on a appelé les cafés virtuels du management, du coup, donc via notre outil de visio, et on a pu du coup animer des séances de 12 personnes, voilà, donc des petits groupes assez intimistes qui permettaient finalement beaucoup aussi aux gens d'échanger, de parler, de s'écouter, de trouver aussi un peu des trucs et astuces, de partager des problèmes, un peu en mode co-développement, si vous voulez. Et donc on a tout de suite évalué à chaud, je dirais, la démarche, et on a eu vraiment de très très bons retours, à la fois sur le fond et sur la forme. Finalement, l'outil numérique n'a pas été un frein, même s'il y a eu des petits couacs de connexion de ci, de là, évidemment, des jours où le réseau marchait moins bien. Mais globalement, ça a été aussi une façon pour les managers d'apprivoiser ce nouvel outil et ensuite de pouvoir finalement eux-mêmes
le retravailler avec leurs équipes derrière, quoi. Donc c'était doublement apprenant. Et je crois, des quelques petits verbatims qu'on a pu ressortir de cette évaluation à chaud, qu'ils ont vraiment apprécié être soutenus aussi par la collectivité et qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ce qu'on soit aussi réactif et innovant dans la période en plus. Voilà. J'ai quand même eu l'impression que finalement la question du développement des compétences était pendant le confinement presque une cause perdue et entre guillemets a été un dispositif RH peut-être laissé de côté pour faire face, comme le disait Johan, à l'urgence, à la sidération et après aux questions de gestion des process classiques tels que la paye d'ailleurs, hein, très important. Donc du coup c'est intéressant de voir que finalement le digital learning s'insère dans les dispositifs de développement des compétences dans les collectivités territoriales. Et en fait, pour aller dans votre sens, Anne, on s'est même rendu compte qu'on arrivait plus facilement à mobiliser les personnes sur des petits pas de temps de 1 heure, 1 heure et demie, parce que finalement, il n'y avait pas tous les déplacements amont-aval. Et donc, parfois, ils nous disaient, je peux juste rester qu'1 heure, et ça correspondait vraiment en fait, à un besoin du moment. Je crois que c'est surtout ça aussi, c'est que si ça n'avait pas correspondu à un besoin, finalement, ça aurait fait flop, et tant pis, on aurait essayé. Mais là, cette agilité, finalement, ça a été apprécié, parce qu'ils pouvaient caler ça, finalement, entre 2 réunions d'équipe ou entre 2 briefs de crise. Question de fluidité encore et d'adaptation alors certes aux besoins, mais aussi aux contraintes de temps, en tout cas aux agendas des uns et des autres, est vraiment intéressante. Et le digital learning est un atout considérable dans ce domaine. Johan, Aline, voulez-vous intervenir et sur les points que Aude a développés? Moi je veux bien intervenir sur la région Île-de-France. C'est vrai qu'on voit que les collectivités sont très plurielles puisqu'on a des problématiques un petit peu différentes. Nous, on a 80% de nos agents qui sont dans les lycées qui étaient fermés. Donc il a quand même fallu faire fonctionner à minima. Enfin, il y a eu une gestion à minima. Mais pour nous, l'enjeu, c'était vraiment le siège. Donc 20% des effectifs, j'ai envie de dire seulement. Mais tout l'enjeu, c'était de travailler sur un plan de relance puisque nous avons des compétences en développement économique. Et donc, il a vraiment fallu assurer non seulement un quotidien, mais plus, c'est-à-dire monter un dispositif de soutien à l'économie. Alors, on était déjà préparés au télétravail. Hein. Ça faisait à peu près 2 ans qu'on avait lancé le télétravail. Nos agents étaient équipés, tous équipés au siège, j'entends. Hein. Et donc, on a eu quasiment tout le monde en télétravail. On avait pu faire une répétition générale avec les grèves de décembre dernier en région parisienne. Donc, on avait pu éprouver le dispositif. Ceci dit, comme disait Johan, c'est vrai qu'il y avait la sidération, il y a eu la gestion de crise. Donc, on ne peut pas considérer que c'était une période normale, néanmoins de fonctionnement. Et ça, c'est important, on en reparlera peut-être, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de télétravail, on est très parasité par cette période-là, et qui n'est pas vraiment une période de télétravail normale, ça vraiment, j'insiste. Bon, et donc pour autant, il a fallu qu'on accompagne les agents pour leur donner des orientations. Donc nous, fort heureusement, on avait des outils numériques, donc on avait des moyens de communiquer auprès de l'ensemble des agents du siège. Et en particulier, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui est pérenne, c'est un dialogue avec les encadrants. Parce que les encadrants sont vraiment dans un rôle intermédiaire. C'était très compliqué pour eux de faire le relais des politiques et à la fois d'animer des équipes à distance. Je pense qu'on a finalement on a peut-être un peu minimisé cette question-là parce que nous on avait le télétravail, enfin on avait éprouvé le télétravail, donc on s'est dit allez on y va, pas de problème. Ça va bien se passer, ils sont habitués. Voilà, exactement. Ouais. En réalité, on était quand même dans une situation de crise et puis c'est pas la même chose d'avoir des agents en télétravail 1 jour ou 2 par semaine et 100% du temps. Alors, il y a certains agents avec qui c'est facile, c'était fluide, ça s'est bien passé, mais c'était pas évident. Et je pense que c'est une chose qu'on a un petit peu sous-estimée. Donc, ce qu'on a instauré à la RH, mais je pense que dans d'autres collectivités, ça s'est fait aussi au niveau de direction générale, ça dépend un peu du fonctionnement, c'est un dialogue hebdomadaire avec les encadrants. Qui a été très apprécié. Et d'ailleurs, ils nous ont demandé de pérenniser en fait, ce dialogue qui maintenant est tous les 15 jours, mais néanmoins qui reste. Ça permet de donner des informations, mais également, alors, dans des chats qui vont peut-être être utilisés aujourd'hui aussi, de poser des questions, d'avoir des échanges et de pouvoir partager des points de vue. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui nous a fait avancer. Cette crise nous a fait avancer sur cet échange, cette fluidité avec les encadrants.
et également les encadrants entre eux pour partager leurs difficultés pendant ces crises-là et trouver des solutions. On a la chance également, la région Île-de-France, d'avoir un campus des cadres qui a proposé des formations aussi, donc je répondis un peu sur ce que tu disais, Aude, sur tout ce management à distance, et pour répondre à des questions un petit peu précises des managers surtout. Et aujourd'hui, ces questions restent parce qu'on a une très forte demande pour pérenniser le télétravail, et malgré tout, il faut qu'on trouve un moyen de gérer ce distanciel présentiel, comme on est en train de faire aujourd'hui d'ailleurs, qui peut paraître facile parce qu'on a des outils, mais qui en réalité nécessite de s'ajuster sur les modes de travail. Non, effectivement, je partage totalement les propos d'Aline. Je pense que, quelque part, l'exercice est encore devant nous, parce que le télétravail forcé, c'est très, très différent du télétravail en mode normal, et surtout dans un cadre d'hybridation, finalement, du travail. Et ce qui est plus compliqué, c'est pas de gérer des équipes 100% en présentiel, c'est une chose, 100% en distanciel, c'est une chose, mais avoir les deux en même temps, c'est ça qui demande vraiment des nouvelles pratiques managériales qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas et que peu maîtrisent, même dans le secteur privé, pour être très clair, donc on n'a pas à avoir honte. C'est quelque part vraiment un nouveau monde du travail qui s'offre à nous. Donc moi je pense que voilà, effectivement il faut essayer de caler au maximum aux besoins de nos managers, de nos équipes, et avancer avec pragmatisme pour accompagner ce mouvement de fond finalement dans nos collectivités, en sachant que nous on a la chance d'être dans des grosses collectivités, donc d'avoir des outils et des moyens. Il ne faut pas non plus oublier les petites collectivités qui elles n'ont pas forcément pu avoir ces moyens pendant la crise. Donc ça fait quand même aussi une différence, quoi. Très bien. Merci infiniment. Vous allez pouvoir céder la place à Mathilde et à Émilie. Donc Émilie Nico, qui est nouvelle vice-présidente de l'association. Félicitations Émilie. Et qui est DRH adjointe. C'est ça. Et c'est notamment grâce à toi, Émilie, et à d'autres aussi, qu'il y a eu cette belle journée d'études sur la mobilité et dont les éléments sont en partie accessibles sur le site. Émilie, on vous écoute. À titre liminaire, je tiens à dire que je rejoins pleinement les propos qui ont été tenus par nos 3 collègues tout à l'heure. Et qu'en premier lieu, la crise, à mon sens, n'a pas vraiment créé de nouvelles choses en tant que telles. Elle a plutôt, pour moi, mis en valeur certaines choses, rappelé à la conscience de certains éléments, voire accélérer certains besoins, mais je ne parlerai pas de nouveauté ou de création en tant que telle. En tout cas, pour ma part, ce qui m'a, on va dire, étonnée ou rappelé la crise, c'est que chacun a un rapport au travail différent. Et en temps normal, notre boulot, c'est de faire en sorte d'apporter un service public, donc de faire en sorte que tout le monde fasse son job. Et pour autant, en cette période de crise, c'était plutôt différent dans le sens où, évidemment, on avait des obligations de service public minimum et il était évident qu'il fallait y répondre. Mais à un niveau quasiment égal à cette obligation-là, on a mis dans nos fondamentaux le lien humain et garder nos agents. Alors, évidemment, pour conserver ce lien humain et faire en sorte que les agents restent rattachés à leur employeur, on a mis en place des dispositifs de communication particulièrement développés et ça s'est avéré indispensable. Et je pense que justement, en cette période-là, les DRH ont dû prioriser leur action non plus seulement sur notre boulot technique du quotidien, parce que ça, c'était, même si c'était difficile déjà de le faire à distance, il faut le dire, payer les agents à distance, c'est compliqué. Et encore, Aude l'a très bien dit tout à l'heure, on travaille dans des grosses collectivités, donc j'imagine pas les difficultés auxquelles ont dû se confronter les petites collectivités. Mais limite, ça, c'était presque tellement normal que c'était pas sur ça qu'on était attendu en premier lieu. Ce qui comptait, c'était au contraire de rassurer les agents pour leur dire « vous allez être payés, vous allez garder vos droits à congé, tout va bien se passer ». Enfin, voilà. Eh bien, sur ce dispositif de communication interne, évidemment, mais vous l'avez déjà très bien dit tout à l'heure, on a multiplié nos efforts sur cet aspect-là. On a créé un site internet, on a évidemment en premier lieu, on s'est appuyé sur la ligne managériale, mais sur une période comme ça, on ne peut pas tout attendre de nos managers, on ne peut pas attendre d'eux d'être des super-héros. C'était difficile pour tout le monde, personne ne sait gérer en tant que tel une crise sanitaire, sauf une petite poignée de personnes qui ont été formées à ça, et tant mieux. C'est précieux d'avoir des gens comme ça. Mais on ne peut pas laisser les managers porter tout seuls.
Donc c'était important que justement l'employeur puisse être là pour donner un cadre global dans lequel chacun pouvait s'inscrire et surtout aussi communiquer directement à l'égard des agents. Donc Aude l'a déjà dit tout à l'heure, des dispositifs de communication spontanée, des chaînes WhatsApp. Ensuite, on a eu, grâce à l'aide de notre direction des services informatiques, le soutien d'outils collaboratifs, de systèmes de visioconférence, etc. Mais en dehors de ça, on a également mis en place des cellules d'écoute, des chaînes de SMS. Certains managers et services se sont organisés pour créer faire un relais entre eux pour s'assurer que telle et telle personne allait bien. Donc, bref, un certain nombre de choses. Évidemment, l'envoi papier. Pour autant, et là c'est plus pour le futur, la suite, on a mis en place un certain nombre de choses en termes de communication. Et pourtant, il y en a tellement encore d'agents qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, qu'ils avaient accès à telle ou telle information. À un moment donné, on avait peur que nos agents qui se sont retrouvés sans activité professionnelle décrochent complètement. Donc on s'est interrogé sur la possibilité, entre guillemets, de les occuper par du biais de volontariat. Donc à ce moment-là, il nous manquait cruellement de masques. Donc on voulait en distribuer pour les Rennais. Ça nous a permis de mobiliser, j'espère pas dire de bêtises, mais au moins entre 800 et 1000 personnes, ce qui était quand même... pour nous, en fait, on était contents de pouvoir se dire, le travail était conséquent en termes d'organisation, mais ça nous permettait de se dire, on va pouvoir mobiliser sur les 30% d'agents inactifs, on va pouvoir leur proposer ce dispositif-là. Et là où je veux en venir sur le futur, c'est que pour moi, la communication interne est un enjeu fondamental, parce qu'on fait des choses, mais malgré tout, tout le monde n'y a pas accès. Et donc, on a travaillé évidemment par le biais du numérique parce que accès à distance. On a essayé de le faire aussi par papier, mais c'est un envoi une fois par mois, c'est trop lourd, voilà. Je pense que du coup, sur les enseignements à tirer dans nos politiques RH, c'est travailler sur du long terme pour faire en sorte que le numérique fasse partie des compétences, du socle de compétences de base de nos agents, tout comme il y a quelques années, l'illettrisme était... davantage dans les priorités des politiques RH. Je pense qu'aujourd'hui, on doit appuyer notre action sur l'accompagnement de nos agents au numérique et justement dans un aspect d'égalité d'accès, de lutter contre une fracture numérique. Mais j'essaie de le dire plus positivement que lutter contre. Et puis, surtout, plus globalement sur nos politiques RH, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que toutes les actions qu'on met en œuvre permettent d'avoir un réel accès aux droits. Écoutez, c'est une légitime interrogation on y répondra notamment cet après-midi avec Lise Fourneau et Bruno Collignon. Effectivement, ce sera un sujet qui sera traité. Vous aviez dit également, Émilie, une question. Vous dites la crise a légitimé les DRH, enfin la fonction RH. Je trouve que oui, parce que... On était contents de nous trouver pour poser les questions, pour avoir du soutien. Et non, surtout au-delà, ce que je fais au-delà de l'humour, justement, ça a mis en valeur les directions des ressources humaines sur un rôle qui va au-delà de la simple gestion administrative. C'est-à-dire que on a payé les gens, ils ont quasiment tout conservé comme d'habitude sur la plupart des prestations. Mais en plus de ça, on a mis en valeur le côté humain de la situation et du côté humain que l'employeur pouvait apporter et devait apporter. Et puis, pareil, on a, par le biais de la formation, c'était aussi un moyen d'ailleurs d'occuper nos agents qui étaient inactifs. On avait lancé une grande campagne d'information pour quasiment toutes les semaines. La mission formation envoyait des liens vers des webinaires, vers différents sites pour se former à distance. Qui ont été suivis ? Alors, pour certains, oui, mais malheureusement, c'est pour ça que je rejoins aussi le système de communication, c'est que c'est toujours une poignée En fait, on n'arrive pas à élargir la cible des agents concernés, et c'est toujours les mêmes qui sont déjà au fait de l'information, qui vont bénéficier de ces... Alors, même si vous avez dit tout à l'heure que finalement, le manager, on ne pouvait pas tout faire, ça ne pouvait pas reposer que sur ses frêles épaules, parfois. Néanmoins, ça reste un relais absolument incontournable ça, c'est sûr. Auprès de ses agents. Donc, effectivement, il faut l'aider, il faut l'accompagner, mais
il a un rôle incontournable dans ce domaine. Merci beaucoup, Émilie. Mathilde Icard. Oui, alors, évidemment, je rejoins les propos d'Émilie. Vous pouvez ne pas les rejoindre. Oui. Mais alors, justement, je vais... Ce consensus que vous rejoignez tous. Bon, j'espère, Charles-Henri, que tu vas peut-être briser cette omerta, en fait. Hein. Alors, ça se voit pas, mais je souris derrière mon masque, d'autant plus que Anne et puis nous avions dit qu'il faut du débat. Donc, il y a aussi les questions qui vont pouvoir être posées. Donc, un point, évidemment, de convergence avec vous toutes et tous, c'est que je pense aussi que la crise a révélé et révèle nos points positifs, nos forces et nos faiblesses. Et en fait, les DRH, qui sont vraiment au cœur du dispositif, avaient déjà fait leur propre diagnostic. Je pense qu'on a tous été, à certains moments, on s'est tous dit « Ah oui, mais ça, évidemment, je savais que ça allait planter, parce que de toute façon, en tant que RH, professionnel RH, et toi, Émilie, tu as dû aussi te dire à certains moments « Bah oui, là, je savais que ça allait moins marcher, et à d'autres endroits, je savais que je pouvais compter sur l'organisation. » Donc, cette capacité à révéler, à accélérer, elle est importante. Moi, je vois 2 points qui, par contre, ont été un peu différents et qui ont été dissonants et qui me semblent importants. Alors, un premier point qui, je pense, va quand même rester temporaire, on n'en a pas encore parlé, c'est la question des métiers invisibles. Et donc, tous ces personnels, dont je rappelle une grande partie, fait partie de la fonction publique territoriale. Je ne vais pas tous les citer, mais donc c'est ces super-héros et super-héroïnes, agents de la propreté, auxiliaires de soins dans les EHPAD notamment, agentes et agentes dans les SDIS. Donc, toutes ces personnes qui, tout d'un coup, alors que ces métiers, finalement, n'étaient visibles que quand ça ne fonctionnait pas, jusqu'alors, devenaient des personnes importantes, absolument fondamentales dans la mise en œuvre des services publics. Et on a vu dans cette période-là aussi, du coup, des réflexions sur ce sujet et une inversion de la hiérarchie, en fait, la hiérarchisation sociale, et une tentation aussi d'un après construit sur la base de ce système inversé. Et puis nous-mêmes aussi, je pense, comme professionnels RH, conscients de l'importance depuis toujours de ces fonctions, et assez dépourvus aussi en termes de levier, du fait de ce qu'on a construit et de ce que permet aussi le statut. Alors moi, je suis assez peu optimiste sur la suite de ce côté-là, mais en même temps, je me dis, pour avoir eu cette chance, et puis moi j'ai aussi la chance au sein d'un centre de gestion de pouvoir discuter avec de nombreuses personnes. Dans le Nord, c'est plus de 950 communes qui sont concernées, 25 000 salariés, et en l'occurrence, là, plus de 650 collectivités qui sont rattachées à notre pôle de prévention. Donc pendant cette période, il y a évidemment eu énormément d'échanges sur le sujet, et je me suis rendu compte, ce que je pressentais auparavant aussi, que ces personnels, finalement, évidemment, ils étaient heureux d'avoir cette reconnaissance de la part de la population, de leur encadrement, des RH, etc., des élus, mais c'est pas tellement ce qui comptait le plus. Pour eux, ce qui compte le plus, et pour moi, ça c'est un enjeu pour la suite, c'est qu'ils puissent faire du bon travail. Alors on en parlera peut-être dans d'autres séquences, comment du coup on crée les conditions pour qu'ils fassent un travail de qualité. Et ça, c'est le rôle des RH, et on sait qu'il y a encore énormément sur ces secteurs d'avancées possibles en matière de prévention. D'ailleurs, c'est important qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, on est à la Caisse des dépôts qui gère aussi le Fonds national de prévention. Donc, premier point. Deuxième point un peu dissonant, et qui me semble aussi en matière de prévention important, c'est la question de la prise en compte de la santé mentale. Pendant cette période, vous l'avez tous dit, le confinement notamment, ça a révélé beaucoup de choses. Ça a aussi montré qu'on était
tous concernés potentiellement par une altération de la santé mentale. Alors j'espère pas énormément pour vous tous, mais il y a eu quand même ce ressenti que c'était compliqué d'être isolé, d'être potentiellement en rupture aussi parfois avec son employeur. Et moi je trouve que ça c'est un point aussi important pour la suite. Il faut qu'on capitalise puisque ça sort du champ du handicap classique, psychique notamment. On peut aussi montrer que ça concerne en fait toutes et tous. Et nous savons en tant que professionnels RH que cet enjeu pour l'avenir, il est important, notamment en termes de prévention des risques psychosociaux et en termes de projets à construire avec les organisations syndicales, le CHSCT ou les autres futures instances en matière de conditions de travail. Et actuellement, puisque la crise n'est pas finie, malheureusement, on voit bien aussi qu'il y a encore ce réflexe de traiter sous un angle individuel ces enjeux de santé. Je ne vais pas revenir sur l'énergie déployée pour la suspension de la journée de carence, mais voilà, je l'ai dit. Là, on voit en fait qu'on force les agents au travers de cet exemple malheureux, à prendre des décisions individuelles. Alors que ces enjeux de santé, et de santé publique, physique, mentale, ils doivent être traités collectivement. Donc j'espère que pour la suite, ça sera appréhendé sous un angle collectif, et je sais que l'association des DRH, en tout cas, continuera dans ce sens. Et un dernier point très important, parce que je sais qu'on est limité dans le temps, c'est la question des services publics. Je veux reboucler sur ce que Johan a dit tout à l'heure. C'est vrai que là, on a vu que les services publics étaient absolument essentiels. Et ces dernières années, ils ont été un petit peu malmenés. Donc là, je fais l'hypothèse que ceux qui doutaient encore de l'importance des services publics locaux il y a quelques mois ont maintenant changé d'avis. Donc ça, nous, c'est intéressant puisqu'on a un travail en termes d'attractivité de la fonction publique et de la fonction publique territoriale. Et je finis sur un dernier chiffre qui avait été en plus une étude qui avait été menée avant cette période-là, donc fin 2019, une étude que vous retrouverez sur le site de l'ASSO, qui était sur la vision des Français, des Français et les fonctionnaires territoriaux. Et ce chiffre, c'est 6 Français et Françaises sur 10 considèrent ou aimeraient que leurs enfants soient fonctionnaires territoriaux. Donc ça, c'est pas rien quand même comme chiffre. Ça avait été fait avant la période de crise. Je ne sais pas quel serait le retour aujourd'hui, mais je fais l'hypothèse qu'il serait peut-être même encore un petit peu plus élevé, tellement que les fonctionnaires territoriaux ont montré leur engagement. Et donc là, on voit, nous, les enjeux qu'on a en termes d'attractivité et tout ce qu'on va pouvoir capitaliser pour attirer encore plus les futurs agents de la fonction publique territoriale. Très bien. Merci Mathilde. Alors moi, je voudrais, dans le prolongement de ce que vous avez présenté, rappeler en 3 mots un baromètre qui a été piloté par notre partenaire, la CASDEN, et qui permet de mettre en valeur un certain nombre de points. Alors, d'une part, effectivement, la situation a été vécue de façon très hétérogène par les agents, ça c'est absolument incontournable, mais que aussi le télétravail est apparu dans la fonction publique territoriale plutôt facile pour la majorité des fonctionnaires territoriaux. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, le travail réalisé par la fonction RH notamment a été porteuse et que ce sentiment d'autosatisfaction des uns et des autres est partagé, cette satisfaction. Et puis enfin, ce que je voulais dire, c'est que le télétravail a été perçu aussi, Aline le laissait paraître, comme une expérience enrichissante pour la très large majorité des agents, qui leur a permis, effectivement, on en parlera tout à l'heure avec Aude Fournier lors de la dernière table ronde, pour 70%, on trouvait que c'était une expérience intéressante. Donc bon, je trouve que ce sondage est plutôt optimiste et permet effectivement aux organisations
d'envisager les plans de développement et de politique RH qui seront nécessaires. Est-ce que dans la salle, il y a des avis, alors permettez-moi d'être un peu directive, contradictoires, hein, où vous avez envie de contester ce qu'ont dit Aude, Johan, Émilie, Aline, Mathilde? Ah, quand même. Du débat. Bonjour à tous. Oui, il y a un petit délai. Bruno Jarry, DRH du département du Maine-et-Loire. Oui, est-ce que la tonalité des débats n'est pas un peu trop pessimiste par rapport au vécu des agents, par rapport au confinement? On a vécu aussi une certaine réticence à venir en présentiel lorsque les collectivités ont voulu un retour un peu moins progressif que ce qui était voulu au niveau national dans les collectivités. Et est-ce que finalement, le télétravail ou le travail à distance, parce que je suis d'accord que c'était pas du vrai télétravail ce qu'on a vécu, est-ce que finalement ça n'a pas été bien vécu par une grande majorité des agents, ce qu'a pu dire aussi Aline pour l'Île-de-France? Et finalement, est-ce que les DRH ne se sont-ils pas trop inquiétés de ce point de vue-là? Est-ce que vraiment on a eu beaucoup d'appels à l'aide ou de recours à nos cellules psychologiques qui ont pu être créées à cette occasion? Voilà, c'est une très bonne question. Pour avoir fait l'évaluation de dispositifs de cellules d'écoute, etc., on a été, alors je ne sais pas si c'est agréablement surpris ou si les agents n'étaient pas au courant du dispositif, mais effectivement, je pense que ceux qui étaient un peu fragiles avant la crise sont restés fragiles pendant la crise et qu'ils avaient, eux, particulièrement besoin d'aide et de soutien, mais que par contre, pour le plus grand nombre d'agents, ça s'est bien passé. Après, ça s'est bien passé parce qu'ils avaient du lien avec leurs équipes et puis après, chacun a sa vie privée. Nous, ce qui comptait justement, c'est que les personnes qui étaient déjà en situation difficile avant la crise, je pense tout ce qui est égalité professionnelle, lutte contre les discriminations, les personnes en situation de violence, enfin voilà, la personne qui a une vie privée un peu compliquée, il y avait quand même de fortes chances pour que ce soit encore plus dur pour ces personnes-là pendant la crise. Donc ces dispositifs, ils étaient surtout à destination de ceux qui en avaient le plus besoin et donc ils ont été effectivement plutôt modestement utilisés au regard du nombre d'agents qu'on a dans notre collectivité. Pour autant, au moins, ils ont eu le mérite d'exister. Mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la communication et les dispositifs qu'on a mis en place. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le moyen le plus adapté? Je ne sais pas. Et par contre, pour l'autre aspect que vous évoquiez sur le retour en présentiel, pour ce que j'ai pu constater chez nous, c'est qu'au contraire, alors il y a eu, ça a été séquencé. Avant le retour général au travail, on a eu le déconfinement. Pour notre part à Rennes, on l'a commencé une semaine avant sur une partie des services techniques et notamment pour des questions de santé parce que plus les herbes étaient hautes, plus ça allait être très compliqué pour eux physiquement. Et en fait, c'est eux qui étaient demandeurs de revenir au travail. Donc en fait, pour la plupart des gens, au contraire, c'était facile de revenir au travail et ils en étaient même demandeurs. Et là où par contre, et c'est peut-être plutôt pour le futur, c'est que là où on a un éventuel décrochage, ce sont ceux qui sont restés chez eux à distance trop longtemps parce que ASA, santé fragile, mais ils en ont besoin. Donc je ne conteste, il n'y a pas de contestation dans mon propos, hein, que je ne vous en méprenez pas. Mais par contre, de fait, ces personnes qui restent chez elles à domicile, on commence à les perdre sur les sujets.